Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Bienvenue dans cette rétrospective des actualités économiques et financières sur votre chaîne Ecofin Télévision. Tout d'abord, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a clôturé sa mission dans le Haut-Katanga le lundi 21 avril. Cette mission lui a permis justement de visiter tour à tour plusieurs fermes et entrepôts de maïs. Question pour lui justement d'encourager les producteurs locaux et de renforcer la lutte contre l'insécurité alimentaire. Les précisions en images et commentaires. Dans les Haut-Katanga, Mukoko Samba s'est rendu pour notamment encourager les producteurs locaux, entendre de vive voix leurs difficultés afin de trouver les voies et moyens de lutter contre l'insécurité alimentaire a fait partie des objectifs de cette mission qui a débuté dans les fermes agricoles du territoire de Kipushi pour finir dans les entrepôts de Lubumbashi. Sur les terrains, sous une pluie battante, Daniel Mukoko Samba est allé également vers la concession appartenant à la société africaine Mailing Company Congo, située dans le parc du territoire de Kasenga. À l'occasion, le VPM a parcouru 2000 hectares de maïs et deux installations modernes de cet établissement bien équipé. Pour le PDG de cette société, Rahim Droulia, cette visite est un privilège et une opportunité pour présenter le challenge et les difficultés de travail, mais aussi de rassurer l'hôte pour la meilleure moisson attendue. Pour pouvoir atteindre cette production de 7, 8 ou 9 tonnes par hectare, nous sommes obligés de faire notre plantation dans les temps. Nous sommes rassurés que notre production sera meilleure. À la ferme Go-Congo, regroupant plusieurs exploitants agricoles et élevage de bovins dans le village Malaboué, l'administrateur Charles Kabois a étalé ses doléances tout en exprimant satisfaction pour cette visite du ministre de l'économie nationale. Le vice-premier ministre a fait vraiment une bonne prévention et il n'y aura pas ces problèmes de spéculation de la farine parce que les récoltes seront très bonnes. Daniel Mukoko Samba a enfin réaffirmé l'engagement du gouvernement face aux enjeux liés à la production locale de maïs. Et puis, la spoliation du patrimoine de l'État, l'arrêté interdisant le morcellement et le lotissement anarchique ainsi que l'urbanisation des villes ont été justement le point au centre d'un entretien entre la gouverneure du Lualaba et la ministre d'État aux Affaires foncières en mission officielle à Kolwezi. Acacia Bandoubola a, au sortir de l'audience, félicité Fifi Masuka Saini pour justement la transformation profonde de cette partie du pays conformément à la vision du chef de l'État. Suivant sa mission d'itinérance dans les Grands Katanga, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a été reçue ce mardi 22 avril par la gouverneure du Lualaba. Après une demi-heure d'échange, accompagnée du vice-gouverneur Clément Moufoundou Tchnatkarl, du ministre provincial des Affaires foncières Jean-Pierre Kalinga Moupataï et du secrétaire exécutif du gouvernement provincial Jules Kabouit, la chef de l'exécutif provincial a fait visiter son hôte de marque, la terrasse pour une vue panoramique des imposants ouvrages qui abriteront dans les tout prochains jours les nouveaux gouvernorats et certains ministères, mais aussi la salle de conférence de l'hôtel du gouvernement. Hormis la présentation des civilités, Acacia Bandoubola a fait savoir à Fifi Masuka Saini sa détermination à rétablir de l'ordre dans les secteurs des affaires foncières, en misant notamment sur l'urbanisation des villes à travers la RDC pour éviter d'éventuels dégâts. Il s'agissait de 3 sujets essentiels qui a été au centre de notre échange avec Madame la gouverneure. Premièrement, je la remercie pour son accueil très chaleureux au niveau de la province de Lualaba. La première question, le premier sujet, c'était à propos de questions de spoliation ou d'aliénation du patrimoine privé de l'État au profit des particuliers. Nous avons essayé d'échanger là-dessus et nous avons eu des pistes de solutions quant à ce. Pour la deuxième question, il s'agissait de l'arrêté numéro 0022 qui a été signé au mois de février par le gouvernement central et bien par les truchements du ministère des Affaires foncières qui interdisait en fait le morcellement et le lotissement anarchique, sauvage, à l'initiative de particuliers, qui est à la base aujourd'hui de dérèglement urbain de nos villes, de nos cités, de nos quartiers.
Et troisième sujet, c'était autour de la question liée de manière holistique sur les lotissements, sur des questions d'urbanisation. Nous avons également échangé là-dessus. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a salué l'engagement de la gouverneure Fifi Masuka Saini en traduisant en acte les orientations du président Félix Tshisekedi pour le bien-être des Lolabé. Nous encourageons Madame la gouverneure de la province de Lualaba de continuer avec les œuvres qu'elle a commencées, de continuer avec cette vision qui s'incarne évidemment par la volonté du chef de l'État de pouvoir transformer nos villes, transformer nos provinces. Et c'est ce qu'elle fait et nous l'encourageons à continuer dans cet élan parce que c'est pour le bien de la population, pour le bien de la République. Acacia Bandumbola devra avoir des séances de travail avec les responsables du cadastre et ceux des titres immobiliers. En marge des assemblées du printemps du FMI et de la Banque mondiale qui s'est tenue à Washington, la délégation congolaise conduite par le ministre des Finances Doudou Famba a présidé justement une réunion stratégique le mardi 22 avril 2025 au siège de la Banque mondiale. Les échanges ont porté justement sur deux axes majeurs, entre autres l'état d'avancement des déclencheurs de l'appui budgétaire des 600 millions de dollars américains et la structuration de projets dans le cadre de l'allocation IDA 21. Objectif, accélérer les réformes et améliorer les conditions de vie de la population. Au cours de cette rencontre, le ministre des Finances a mis en avant la résilience de l'économie nationale face au contexte sécuritaire dans l'Est du pays et a réaffirmé l'engagement du gouvernement sous la conduite du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et de la première ministre Judith Suminwa Tuluka à poursuivre les réformes pour préserver les équilibres macroéconomiques. À cette occasion, le ministre des Finances a sollicité un décaissement rapide de l'appui budgétaire comme reconnaissance des réformes engagées, une réorientation des fonds IDA 21 vers des secteurs prioritaires tels que la santé, l'éducation, les infrastructures agricoles, la digitalisation et la lutte contre la pauvreté, mais aussi un appui accru pour les retours à la paix dans l'Est du pays. Ces démarches visent à générer un impact concret pour la population congolaise, notamment par l'amélioration de l'accès aux soins de santé et à une éducation de qualité, au désenclavement de zones rurales et au renforcement de la production agricole, à la création d'emplois et à l'augmentation des revenus locaux, à la modernisation du service public via le numérique, ainsi qu'à la réduction des inégalités sociales et la stabilité régionale. En revanche, la Banque mondiale a salué les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que le gouvernement congolais, et a réaffirmé son engagement à soutenir la République démocratique du Congo, en particulier dans son processus de sortie de la liste grise du GAFI. Pour le gouvernement de la RDC, ces assises constituent une opportunité stratégique. Il s'agit de consolider les réformes engagées, de renforcer les engagements financiers avec le bailleur de fonds et de défendre les priorités nationales conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette réunion stratégique a connu la participation du ministre des Finances Doudou Famba, du ministre d'État en charge du budget Emeboji Sangara et du vice-président Afrique de la Banque mondiale, Ndiaye Diop. Utiliser le numérique comme un levier d'émancipation des jeunes filles en République démocratique du Congo, c'est dans cette vision que s'est inscrite la remise par la Fondation Vodacom d'une classe numérique au centre d'hébergement Matumaini, sise dans la commune de Limete. L'inauguration officielle de cet outil de formation et d'apprentissage s'est déroulée mardi 22 avril en présence justement de la directrice générale adjointe de Vodacom Congo, Pamela Ilonga. D'autres détails dans ce reportage. 3 doigts. 4 doigts, 5 doigts, Fondation Vodacom. Sourire et acclamation, c'est cette ambiance bon enfant qui a caractérisé la cérémonie officielle de remise de cette classe numérique. Le centre d'hébergement Matumaini, Espoir en Swahili, en a été les plus grands bénéficiaires. Occasion pour la responsable de ces centres de refuge pour les jeunes filles victimes de violences sexuelles et en situation de vulnérabilité, Nushka Texeira, de saluer ces gestes caritatifs et ô combien louables de la Fondation Vodacom. Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à la Fondation Vodacom pour son engagement et sa générosité. Grâce à votre soutien, nous avons pu mettre en place une salle numérique, un véritable symbole d'espoir et d'opportunité pour mes jeunes filles, pour les jeunes filles en général. Cet espace leur offre désormais la possibilité d'accéder à l'éducation, à la connaissance et à des outils essentiels pour leur avenir. Dans son mot de circonstance, la directrice générale adjointe de Vodacom Congo et présidente de la Fondation Vodacom, Pamela Ilunga,
a bien circonscrit l'objet de cette dotation, celle notamment d'utiliser la technologie comme un levier d'émancipation des jeunes filles en RDC. Ce moment est bien plus qu'un événement symbolique, c'est une action concrète, une étape importante dans notre engagement pour un avenir plus équitable, plus inclusif, tourné vers le numérique. Ce centre qui accueille ces jeunes filles, issues des milieux vulnérables, est devenu un lieu de résilience, de sécurité et désormais d'opportunités. Grande est ma joie de voir aujourd'hui Matumaini devient aussi un carrefour technologique. Grâce à cette classe numérique offerte par la Fondation Vodacom, les jeunes filles recueillies au sein du centre auront accès à des outils modernes et à des nouvelles compétences et un apprentissage tourné vers l'avenir. Elles pourront découvrir, expérimenter et apprendre le tout dans un cadre structuré, inspirant et sécurisé. Pour lier la théorie à la pratique est venu le moment fort de l'activité, la coupure du ruban symbolique. Puis la visite de cette infrastructure numérique équipée en outils informatiques. À l'issue d'une formation de 3 jours dans le cadre du programme Code la Kegel, ces jeunes filles ont été suffisamment outillées sur les notions basiques du numérique et de la création de sites web. Ici, l'une d'entre elles s'exprime. D'abord, je suis très contente de participer à cette information. C'est quelque chose qu'on n'attendait pas et ce n'est pas donné à tout le monde. Mais je remercie beaucoup à la Fondation Vodacom Éduc d'avoir nous accordé cette priorité, cette grâce de participer à une information gratuite. Mise à leur profit, cette classe numérique va leur permettre d'accéder à une éducation de pointe et de découvrir les opportunités offertes par le numérique. Cet événement témoigne une fois de plus de l'engagement de la Fondation Vodacom en faveur de l'éducation et de l'autonomisation des jeunes filles. Le procès relatif au détournement des fonds liés à la réalisation du projet du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo s'est poursuivi le mercredi 23 avril 2025. Dans son réquisitoire, le ministère public a entre autres requis 20 ans de travaux forcés pour les 3 prévenus, dont l'ancien Premier ministre Augustin Matata-Ponyo, accusé d'avoir détourné environ 80 millions de dollars américains. Il a également demandé leur arrestation immédiate. Regardez. À la reprise de l'instruction, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a relevé les défauts à l'égard des 3 prévenus dans l'affaire des détournements de fonds liés au projet du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. L'ancien Premier ministre Augustin Matata-Ponyo, Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la BCC, et l'homme d'affaires sud-africain Christo Grobler se sont distingués par leur absence au procès. Conformément à l'article 56 du Code de procédure pénale, le ministère public a présenté à la Cour 3 inspecteurs généraux de finances, auteurs du rapport d'enquête sur le projet Bukanga-Lonzo. Un par un, les inspecteurs de l'IGF ont exposé les irrégularités constatées. Nous avons aussi constaté, Monsieur le Président, comme de grandes constatations, qu'il y avait un conflit d'intérêts. On ne pouvait pas comprendre que Africom soit un acheteur et un vendeur en même temps. Toutes les factures étaient délivrées par les sociétés du groupe et élaborées par quelques 3 ou 4 personnes. Et parmi les personnes qui élaboraient les factures, nous avons également trouvé le nom de M. Grobler. Dans le dossier que Bolloré a mis à notre disposition, nous avons constaté qu'il y avait également des factures des sociétés d'origine auprès desquelles ces marchandises avaient été effectivement acquises, mais qui avaient été remplacées par des factures des sociétés du groupe. De son côté, le ministère public a requis une peine de 20 ans de travaux forcés et une arrestation immédiate des 3 prévenus. Tous les éléments constitutifs des infractions mises à charge des prévenus étant réunis, requérons qu'il plaise à votre haute cour de dire, établi en fait comme en droit, les infractions de détournement de la somme de 15 de Christo Grobler Stéphanus et de détournement de la somme de 80 millions de dollars mises à charge des prévenus Matata, Ponyo, Augustin et Mutombo, Mwananyembo, Deogracias. De les condamner par conséquent chacun à 20 ans de travaux forcés, d'ordonner
leur arrestation immédiate, de condamner en outre les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Moutomoumana Niembo à l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité après l'exécution de la peine pour 10 ans pour les premiers prévenus et 5 ans pour les deuxièmes prévenus. Après avoir pris en compte les réquisitions du ministère public, la Cour constitutionnelle a annoncé qu'elle rendra son verdict le 14 mai prochain. Financé à hauteur de 700 millions d'euros par l'exécutif allemand, le projet Santé mentale et soutien psychosocial pour la paix en RDC a été officiellement lancé mercredi 23 avril 2025. Ce projet vise à promouvoir une approche intégrée de la santé mentale et de la cohésion sociale, ciblant plus de 137 000 bénéficiaires directs. Suivez. Après 2 ans d'intenses échanges entre le ministère congolais de la Santé publique et la coopération allemande, en partenariat avec l'Organisation internationale de la migration, voilà un aboutissement heureux qui en découle. Santé mentale et soutien psychosocial pour la paix en RDC. Cet ambitieux projet, qui s'étendra sur 5 ans, s'inscrit dans un engagement global de l'Allemagne en faveur du développement humain, de la paix et de la justice sociale en République démocratique du Congo, avec un portefeuille de 700 millions d'euros. Comme vous le savez probablement et certainement, la RDC fait face à une guerre injuste, lui imposée de l'extérieur par le Rwanda et ses supplétifs M23, guerre qui ravage et endeuille notre pays depuis plus de 2 décennies, entraînant des crises complexes. Ces crises ne se limitent pas aux aspects économiques ou sécuritaires. Elles affectent profondément la santé mentale et le bien-être psychologique des individus et des communautés. Plusieurs interventions se sont succédées et l'accent a été particulièrement placé sur l'importance de la prise en charge de la santé mentale. Pourquoi nous travaillons sur la santé mentale? Et ce n'est pas la santé mentale seule. Nous travaillons ici aux Nations Unies avec c'est vraiment les objectifs de développement durable et la différence entre les ODD et les systèmes qu'on avait auparavant, c'est les relations entre tous les ODD. Ces lancements marquent un tournant historique dans l'approche des politiques de développement et de paix en RDC. Les travaux d'élaboration de la politique salariale des agents publics de l'État en RDC ont été lancés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'était évidemment le jeudi 24 avril au Centre culturel d'Afrique centrale à Kinshasa. Félix Tshisekedi a dans son discours reconnu les inégalités existantes dans la politique salariale, soulignant au passage l'utilité de doter à la République démocratique du Congo une politique, voulais-je dire, salariale équitable afin justement de garantir une rémunération juste et sans favoritisme. Commentaire. Une politique salariale juste et très attendue par les agents publics de l'État. Par manque de celle-ci, le fonctionnaire ne cesse depuis belle lurette de décrier les injustices constatées dans la répartition de l'enveloppe salariale, surtout que certaines catégories de fonctionnaires s'accaparent une grande part au détriment des autres qui croupissent dans la misère avec des salaires modiques et des écarts parfois aberrants. Après avoir entendu les uns et les autres, le président de la République a, dans son discours, reconnu l'existence de ces inégalités. Trop longtemps, des inégalités marquent notre fonction publique. Certains ministères ou services, notamment ceux à caractère économique ou financier, disposent de ressources importantes permettant des primes et avantages généreux. D'autres, pourtant essentiels au développement national, demeurent relégués au second plan avec des moyens dérisoires. Ce déséquilibre alimente un sentiment d'injustice, démotive nos agents et nuit gravement à la qualité des services publics. Et a instruit le gouvernement de concevoir une nouvelle politique salariale afin de garantir une rémunération équitable sans favoritisme. J'ai instruit le gouvernement à travers le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, en collaboration étroite avec le ministre d'État, ministre du budget,
le ministre des Finances, mon cabinet et sous la coordination de Madame la Première ministre, de concevoir une politique salariale équitable, moderne et durable. Faut-il souligner que cette cérémonie a connu la participation du président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilombayi, de la première ministre Judith Souminois, du vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, et de plusieurs autres personnalités publiques et invités. Et puis, le ministre congolais des Finances, Doudou Fwamba, a participé le jeudi 24 avril 2025 à une table ronde de haut niveau organisée par la prestigieuse université George Washington. Il était justement question pour ces derniers de mettre en lumière les performances économiques et la résilience macroéconomique de la RDC face aux défis mondiaux. Détail. Prenant la parole, le ministre des Finances Doudou Fwamba a mis en exergue la stratégie nationale de coordination entre la politique budgétaire et la politique monétaire déployée pour stabiliser l'économie congolaise malgré un environnement international marqué par des chocs exogènes, notamment sanitaires, géopolitiques et climatiques. Tirant au clair les mesures de stabilité, Doudou Fwamba a de plus souligné les potentiels de croissance structurelle qui représentent les projets hydroélectriques INGA, présenté comme un pilier de l'industrialisation, de l'intégration régionale et de l'attractivité des investissements. Dans ces mots, il a tiré les draps du côté de la RDC quant à sa place au centre de la transition énergétique en offrant une énergie propre, abondante et compétitive. Cette rencontre, à la jonction entre la recherche académique et l'analyse économique, a également permis de repositionner la RDC comme un acteur clé de la nouvelle dynamique économique africaine à travers des réformes structurelles engagées et une vision tournée vers la transformation durable. S'adressant à un public essentiellement composé des experts, des universitaires et des investisseurs potentiels, le ministre des Finances a réaffirmé la volonté du gouvernement à faire de la RDC un hub économique et énergétique de premier plan sur les continents. Et dans la suite de l'actualité économique et financière hebdomadaire, sachez que le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, a lancé, toujours jeudi 24 avril 2025, cette fois-ci à Kinshasa, dans le hub entrepreneurial de Silicon Village, une formation gratuite exclusivement axée sur l'entrepreneuriat, portée justement par les gouvernements. Cette initiative de KDA Academy, en partenariat avec Vodacom Congo, vise justement à renforcer l'autonomisation économique des 6000 jeunes en République démocratique du Congo. Retour sur les faits. Ils sont venus nombreux prendre gratuitement part à cette formation axée exclusivement sur l'entrepreneuriat. Cette initiative de KDA Academy en partenariat avec Vodacom Congo, portée par le gouvernement, vise la formation des 6000 jeunes à travers la République. Avec 1000 souscriptions reçues en seulement 2 jours, la perspective s'annonce très bonne, signale ici les CEO de cette structure, Thomas Stuvens. Ceux qui terminent les 4 jours de bootcamp, vous aurez la possibilité de participer à un concours de pitch où vous allez présenter votre projet et les gagnants pourront gagner jusqu'à $10 000 en cash et plusieurs autres prix que vous allez recevoir après l'incubation. Vous serez mis en contact avec des mentors du milieu professionnel. Il y a son Excellence qui offre aujourd'hui 5 bourses pour suivre une formation longue à la KDA Academy. Donc, ce geste, c'est cadeau. Pour Patricia Kachabala, représentant la directrice générale adjointe de Vodacom Congo en Péché, cette activité est une opportunité pour l'employabilité des jeunes. Pour moi, ce qui résonne le plus à travers cet événement, c'est l'employabilité des jeunes. Pour nous, on est très fervent à l'idée de savoir qu'au sortir de ce bootcamp, vous pourrez déjà compter sur vous-même pour avoir un emploi. Divers autres intervenants se sont succédés, à savoir le représentant de l'ANADEC et celui du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, avant que le ministre Marc Ekila ne lance officiellement la formation. Je déclare ouvert et lancer toutes les formations des jeunes qui vont s'étendre sur 6 mois pour 6000 jeunes et je vous en souhaite plein succès. Bien avant, le patron de la formation professionnelle avait dans son oral exhorté ces jeunes. Je voudrais d'abord encourager
tous les inscrits à cette formation ici parce qu'ils font preuve d'une détermination déjà. Cette synergie démontre à suffisance l'importance que le gouvernement accorde à la formation des jeunes dans tout le secteur de la vie nationale. Pendant 4 jours, les participants bénéficieront d'une formation de qualité dans le cadre de ce programme dénommé JA Africa. Et pour terminer, les travaux du comité de pilotage du basculement du budget des moyens vers le budget en mode programmatique ont été justement lancés le jeudi 24 avril 2025 par le ministre du budget provincial du Lualaba. La cérémonie s'est déroulée à la direction provinciale de ces ministères. Le ministre Mathieu Kazembe Soana a fait savoir que cette réforme du budget est une révolution dans la gestion des finances publiques. Le ministre provincial en charge du budget a procédé ce jeudi 24 avril 2025 au lancement officiel des travaux du comité de pilotage du basculement du budget de moyens vers le budget en mode programmatique dans le cadre de l'arrêté provincial du 24 mars 2025 portant création, organisation et composition du dit comité. Cette cérémonie s'est déroulée dans la salle Maïcha dans l'enceinte de la direction provinciale du budget. Dans son mot de circonstance, le directeur provincial du budget Barnabé Mousseba a salué l'engagement de la gouverneure Fifi Masuka Saini à gérer les finances publiques avec une transparence sans précédent. La création de cette structure est le fruit de la vision dynamique et toujours d'avant-gardiste du gouverneur de province, je cite, Son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, à qui je rends un vibrant hommage pour tous les efforts et sacrifices qu'elle consent. Ce jour est un jour important car c'est le lancement d'un processus budgétaire innovateur qui va aboutir à une meilleure transparence dans les finances publiques, à la redevabilité des responsables et à plus de bonne gouvernance. Mathieu Kazembe Soana a pour sa part invité le comité à plus de responsabilités et à travailler avec rigueur car ce budget programme est une réforme qui pourra permettre une meilleure planification et exécution du programme gouvernemental, une allocation plus efficiente des ressources et une responsabilisation accrue des acteurs impliqués. Ici, nous avons une grande responsabilité parce que nous sommes des pionniers, c'est la première fois que ça va se faire dans notre province. Il faudrait alors qu'on soit conscient de notre responsabilité. Je déclare lancer les travaux de notre comité de pilotage du mode du budget moyen vers le budget programmatique. Après le lancement de ces travaux, le directeur Barnabé Mousseba a expliqué aux membres du comité que le budget programme est une politique de gouvernance financière qui vise à obtenir des résultats concrets dans le secteur de la vie publique. Du programme découlent les objectifs et découlent également les résultats auxquels on s'attend. Mais ces résultats devraient être évaluables. Ils peuvent être soit qualitatifs, soit quantitatifs. Ainsi donc, pour pouvoir évaluer ces résultats ainsi obtenus, on devrait à ce niveau-là définir les indicateurs de performance. Donc ici, il y a un nouvel aspect qui naît, c'est la performance. Pour rappel, le budget axé sur les résultats a été adopté en 2011 par le gouvernement central par le biais du ministère des Finances pour une meilleure gestion des finances publiques. Et voilà qui met fin à cette rétrospective de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours branchés sur votre chaîne Ecofin Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.